Bonsoir à tous. Merci une fois de plus de nous recevoir chez vous en ce jeudi. Votre émission Santé 10, juste avant de commencer, permettez-moi d'avoir une forte pensée pour toute la famille Bertelli. Tous les collègues de Canal 10 vous demandent de leur donner, comme on dit, un grand tchembéred à toute la famille. Nous pensons fort à France-Lise, Patrick, Eddy, Jean-Luc Bertelli, Monsieur Bertelli, et une grosse pensée au petit Marvin, petit-fils de Madame Bertelli. On vous souhaite énormément de courage dans ce que vous vivez et je vais aussi faire un petit mot, une grosse pensée à Madame Solé, qui est une collègue de la ville du Moule, que j'apprécie énormément, lui dire aussi un grand tchembéred dans ce moment douloureux qu'elle est en train de traverser avec toute sa famille. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Voilà. Ce soir, nous parlons du métier d'infirmier libéral. Sont présents sur le plateau de nombreux infirmiers libéraux qui vont répondre à vos questions, puisque vous le savez, cette émission, nous la faisons ensemble. 05 90 96 10 10, vous allez pouvoir nous appeler et vous pouvez aussi laisser sur le Facebook Santé 10 vos questions, vos interrogations, vos ressentis. Tout de suite, place aux invités. On va dire bonsoir à monsieur Patrick Marie-Jeanne. Vous êtes infirmier libéral, mais vous êtes aussi le président du Conseil interrégional de l'Ordre des infirmiers Antilles-Guyane. Bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir population de Guadeloupe, bonsoir auditeurs de Canal+. Canal 10. C'est pas grave. Mais c'est aussi Canal+, parce que vu la croissance de Canal 10, on peut dire Canal+. Mais je crois que on ne va pas chipoter dessus, ce n'est pas grave. En tout cas, merci à vous d'être présents ce soir. Et puis vous allez tout à l'heure nous expliquer cette fonction que vous avez au Conseil interrégional de l'Ordre des infirmiers Antilles-Guyane. À côté de vous, une charmante dame, c'est Madame Véronique Desplan-Cellini, qui elle aussi est infirmière libérale, mais aussi infirmière en action de santé libérale en équipe. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir les auditeurs. À côté de vous, de l'autre côté, nous avons avec nous monsieur Ronny Albina, qui lui aussi est infirmier libéral. Est-ce qu'il y a une autre casquette? Est-ce que je devrais dire autre chose? Non, c'est tout. On va s'arrêter à là. Ronny Albina, infirmier libéral sur le secteur de DI. Voilà. Eh bien, on va commencer avec vous. Ronny, je peux vous appeler par votre prénom? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, Ronny, est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu cette fonction, ce métier d'infirmier libéral? Et puis, bien sûr, vous complétez. Nous sommes en discussion. Vous faites tous les trois le même métier, donc on n'hésite pas à se parler entre nous. Écoutez, le métier d'infirmier libéral, c'est le métier de celui qui, on va dire, qui s'occupe de son peuple, avant tout, de sa population, aux environs, pardon. C'est un métier, c'est un beau métier, je trouve que c'est un très beau métier. Nous avons quand même la chance de pouvoir la pratiquer, et puis voilà. Apparemment, quand on prend l'habitude d'aller chez quelqu'un pour le soigner régulièrement, on devient carrément un membre de la famille. Est-ce que c'est vrai? C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Par moment même, on est obligé de mettre un peu de distance parce qu'effectivement, on a tellement l'habitude de voir ces personnes que ils ont tendance, ou même nous on a tendance un peu à s'oublier par rapport à la vie de famille, par exemple. Voilà, exactement, à la vie de famille, par rapport à l'ambiance qu'il y a, l'ambiance ou encore la proximité qu'il y a avec la personne qu'on voit. Véronique, en fait, par rapport à ce qu'il disait, je dirais que la notion de transfert, elle est encore plus présente quand on est en libéral que lorsqu'on se trouve en institution. On a plus tendance à se dire ça peut être ma mère, ça peut être mon père, ça peut être ma soeur, mon frère, mon enfant. On a l'impression qu'on devient encore plus humain. C'est cela.
Voilà. Véronique Desplan-Cellini, vous êtes infirmière libérale, oui, on l'a dit, mais je voudrais que vous puissiez nous expliquer cette fonction aussi d'infirmière en action de santé libérale en équipe. Oui. Alors c'est très long, donc je me suis dit, elle va nous expliquer. On va dire tout communément, on appelle ces fameuses infirmières des infirmières ASALI. C'est un terme qu'on va entendre assez souvent. Et c'est un dispositif qui a été mis en place depuis 2004, expérimenté en Guadeloupe depuis pas très longtemps quand même. Et nous ne sommes pas nombreuses, je crois que nous sommes à peine une dizaine. Nous travaillons en lien avec les médecins de ville. D'accord. Et nous faisons principalement de l'éducation thérapeutique pour les patients atteints de pathologies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, certaines maladies cardiovasculaires, des dépistages de troubles cognitifs. Et ça permet en fait d'améliorer le soin apporté aux patients en ville afin qu'ils puissent devenir aussi acteurs de sa santé. Alors, je suis persuadée que du côté de la demande, elle doit être assez forte. Pourquoi vous êtes peu? Parce que en études, en formation, c'est difficile? Ou les gens ne s'y intéressent pas parce qu'il y a une difficulté, justement? C'est pas très connu. On va dire qu'avec les changements que nous avons dans notre formation, comme par exemple la fameuse formation d'infirmière en pratique avancée, on va entendre un peu plus parler de l'infirmière ASALI, puisque de base, l'infirmière ASALI a les mêmes prérogatives, presque les mêmes prérogatives que l'infirmière en pratique avancée. Elle participe un peu plus activement aux soins primaires de ville avec les médecins. Et malheureusement, on n'en parle pas trop chez nous, effectivement, parce que certains médecins sont un peu sceptiques, ils ont un peu du mal à adhérer. Donc c'est un travail que nous-mêmes, infirmiers, nous faisons vers les médecins pour les encourager justement à nous permettre de travailler avec eux en équipe pour améliorer les soins apportés en ville. Monsieur Patrick Marie-Jeanne, vous êtes président du Conseil interrégional de l'Ordre des infirmiers Antilles-Guyane. Vous nous expliquez ? Oui, je vais vous expliquer. Mais avant, permettez-moi, Brigitte, quand même de revenir sur quelque chose, parce que vous avez mis le métier d'infirmier libéral. Ce n'est pas un métier, c'est une manière d'exercer la profession d'infirmier que le mode libéral. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, nous participons souvent à des forums de métiers et il est un peu décevant et surprenant de voir de jeunes qui sont en 3e au collège qui viennent nous dire « Monsieur, je veux être infirmier libéral ». Oui. Donc, pas je veux être infirmier, mais je veux être infirmier libéral. Et c'est vrai que si nous on continue comme ça, on n'aide pas non plus ce jeune à comprendre. Et merci à vous pour la remarque. On va d'ailleurs de suite corriger. On va tout de suite corriger parce que vous avez raison. Oui, c'est le métier d'infirmier en exercice libéral. Voilà. Oui. Très bien. Bon, sinon, donc, je suis, comme vous venez de le préciser, président de l'Ordre interrégional des infirmiers Antilles-Guyane. Il faut savoir que notre profession s'est structurée. Donc, depuis 2006, en fait, il y a eu la création de l'Ordre des infirmiers. Ça qui a été un long processus, un combat en fait acharné des syndicats d'infirmiers libéraux, de salariés aussi, quelques salariés aussi, syndicats de salariés, moins les salariés quand même, pour que l'ordre puisse pouvoir exister. Pourquoi l'ordre? C'était pour aussi asseoir un mode d'exercice et puis cette forme d'autonomie, puisque avant les infirmiers dépendaient, quand il y avait quelque chose, de l'ordre des médecins. C'était une manière aussi pour montrer que nous sommes une profession qui a grandi, nous avons une certaine maturité et il est important qu'on puisse aussi décider de notre choix, donc du contenu de notre formation, des choses de ce genre. Et aussi pour certains aspects aussi qui sont peut-être un peu moins intéressants, mais tout ce qui concerne des actions juridiques ou pas. Donc il faut savoir que l'ordre existe à 3 niveaux. Il y a un échelon départemental ou interdépartemental, un échelon régional ou interrégional et l'échelon national. Moi, je suis à l'échelon en fait interrégional, mais je suis aussi élu à l'échelon interdépartemental qui a des missions bien précises. On dit que l'échelon interdépartemental, c'est l'ordre infirmier de proximité.
c'est-à-dire la première porte que les professionnels ouvrent lorsqu'ils rentrent dans ce métier-là. En fait, ils passent par la porte du département ou de l'interdépartement pour s'inscrire. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important comme mission, et on y tient parce que aussi, c'est aussi un filtre. Et c'est aussi pourquoi aussi c'est important, parce qu'un infirmier qui est inscrit à l'ordre, c'est un infirmier où on est sûr en fait que son diplôme a été vérifié, son casier judiciaire a été vérifié, ses compétences sont acquises. Donc c'est important. Et puis c'est aussi une sécurité des deux côtés, hein. Autant pour lui que, oui, que pour nous. Pour tout le monde, pour les usagers, pour les patients, puisque l'ordre, dans son règlement intérieur, tient énormément à ce que l'usager de santé soit vraiment protégé. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait le maximum d'infirmiers, que tous les infirmiers soient inscrits à l'ordre. C'est une profession qui est organisée, donc tous les infirmiers, logiquement, pour travailler, doivent passer par cette porte-là. Surtout que ça ne demande pas grand-chose d'y adhérer. Oui. Vous pouvez nous dire, pour ceux et celles qui peut-être sont... L'adhésion, en fait, se fait très facilement. En fait, on demande quoi? On est diplômé, on ramène son diplôme, on remplit une fiche, on fournit une attestation de domicile, une copie de sa pièce d'identité, on enregistre son diplôme dans le département dans lequel on travaille, parce que c'est important, puisque c'est géré par l'ARS à ce niveau-là, pour savoir combien de professionnels de santé sont sur le département, c'est normal. Après, donc, en fonction qu'on soit salarié ou pas, donc on va demander d'autres petits ajustements, mais c'est quelque chose de très basique. Quand on est infirmier libéral, on est obligé de rester dans un secteur précis. Comment on choisit le secteur dans lequel on travaille? Comment ça s'organise? Bon, ça tombe bien parce qu'on arrive à un moment où on va discuter bientôt du zonage. Le zonage, c'est une manière de répartir les professionnels sur le territoire. Puisqu'il faut savoir qu'on est quand même pratiquement plus de 1800 infirmiers libéraux en Guadeloupe, en comptant les remplaçants et les titulaires. Donc il faut quand même que ça s'organise, puisqu'il n'est pas question que sur une région, il y ait un maximum d'infirmiers de côté et que l'autre soit désert. Donc il faut aussi quand même répartir, en sachant que quand même, on a la liberté d'installation. Après, donc, avec l'ARS, la Sécu aussi, on essaie d'inciter les professionnels à s'installer sur tout le territoire pour qu'il y ait une offre de soins et que les patients ne soient pas laissés sans soins. Donc, c'est une priorité que les patients aient un infirmier lorsqu'ils demandent. Donc, tout ça, c'est très important. Mais le patient a le droit de choisir. Ma question, en fait, on prend l'exemple de Rony. Rony a une zone sur laquelle il travaille. Moi, je ne vis pas des, je vis la commune voisine, mais je veux que ce soit Rony qui me soigne. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, Rony va répondre. Écoutez, c'est complètement possible. C'est complètement possible. D'ailleurs, c'est au bon vouloir de Rony, en fait. C'est au bon vouloir d'abord du patient, de la personne qui va m'appeler. Si la personne, parce que j'ai un exemple très concret. J'ai une personne, il y a environ 1 an, qui m'a appelé, qui était, on va dire, sur un secteur de Sainte-Rose plus Lamentin, qui m'a appelé et qui m'a demandé de lui faire des soins parce qu'il ne voulait pas que les autres, son entourage, sachent déjà qu'il soit malade. Voilà, donc qui me demandait d'arriver en tenue civile. Effectivement, on peut travailler autant en civil qu'en blouse. Et vu que je suis allé, je lui ai bien précisé que je suis allé, mais que j'habitais sur Sainte-Rose. Donc effectivement, c'était une certaine facilité pour tout le monde. Donc le soir, je passais chez cette personne et j'allais lui faire ses soins, simplement. On n'est pas restreint. Il a été demandé, à un moment de restreindre les zones. Effectivement, ça va arriver. Il faut que ça arrive pour essayer d'organiser cette profession du mieux qu'on peut. Mais on n'est pas, pour l'instant, il n'y a pas de restriction. C'est-à-dire que je suis allé, je peux aussi bien faire des soins à Sainte-Rose, au Lamentin, mais le mieux, c'est quand même pour nous, cette facilité, c'est de rester aux alentours de notre secteur de base. Véronique, oui, pardon, monsieur. Oui, ce que Rony dit là, c'est très important, mais je vais porter juste une petite précision. En fait, il faut savoir que effectivement, les patients ont sur le principe du libre choix de leurs professionnels de santé. Ceci dit, après, il faut rester dans une certaine logique, puisque, mais encore que, je ne veux pas rentrer dans la polémique, il existe ce qu'on appelle l'indemnité kilométrique, c'est-à-dire que lorsque on dépasse un certain nombre de kilomètres, on va facturer cette distance-là au niveau de la sécurité sociale.
Donc, si vous habitez à Basse-Terre et que le patient vous dit de venir à Sainte-Rose, vous ne pouvez pas compter de Basse-Terre à Sainte-Rose, parce que le cabinet à Basse-Terre. Donc, sauf si vous dites au patient, ce qu'on n'applique jamais, quasiment jamais, bon, mais comme c'est pour convenance personnelle, je devrais te facturer la distance entre le cabinet qui est le plus proche de chez toi à ton domicile, ce qui n'est pas pratiqué dans les faits. Donc, bon, l'infirmier, si c'est possible pour lui, s'il doit faire peut-être 10 km ou 5 km, il le fera sans problème. Mais s'il doit faire 40 km, bon, il dit au patient, bon, je t'aime bien, il n'y a pas de souci, mais vaut mieux, à la limite, je peux te recommander quelqu'un. Donc, voilà. Très bien. On a quelqu'un avec nous au téléphone. On va donner déjà la parole aux téléspectateurs et on va dire bonsoir plutôt. Bonsoir Milly. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous sur le plateau. Comment allez-vous? Bonsoir. Avez-vous besoin de soins? Parce que moi j'ai ce qu'il faut sur le plateau. Ah oui, mais Madame Nesplan va s'occuper de moi si j'ai un problème. Ah, c'est la voisine, c'est la voisine. Elle a choisi son infirmière. C'est la voisine. Elle fonctionne avec la zone, elle s'est dit, comme c'est une histoire de zone, j'ai tout compris, je dois appeler celle qui est le plus près de ma maison. Exactement. Voilà. Milly, on a quelqu'un avec nous? On appelle de Patrick qui est en métropole. Très bien. On va dire bonsoir à Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. Il n'est plus là. Ah, il s'est endormi. Est-ce qu'il nous entend, Patrick? Jules. Bon. Ben Patrick va revenir alors. Là, oui. Ah, Patrick est là. Bonsoir Patrick, merci à vous de nous regarder. Allô, oui. On vous écoute attentivement. Oui, allô. Oui. Bonsoir. Alors, je voudrais poser la question aux représentants du Conseil de l'Ordre. Alors, je voudrais savoir si la création de ce Conseil de l'Ordre, qui est relativement récent, a permis de limiter les abus de ces professionnels de santé, parce que je sais que la sécurité sociale a diligenté pas mal d'enquêtes concernant certains infirmiers. Est-ce que le Conseil de l'Ordre est intervenu? Est-ce qu'ils ont permis aussi de prendre des sanctions contre ces... J'ai bien compris, bonsoir Patrick, j'ai bien compris votre question. On va laisser Patrick s'installer. Ok, Patrick, on vous laisse vous installer devant la télé tranquillement et on va répondre, on va tenter en tout cas de répondre à votre interrogation. Oui, donc, merci de nous suivre merci, depuis la métropole. Oui, c'est très bien ça. Merci, je vous ai dit que vous avez quand même une aura qui est importante. Merci, merci Patrick. Bon, merci Patrick de cette question. Donc effectivement, donc j'ai parlé du Conseil de l'ordre interdépartemental et j'ai pas expliqué un peu le fonctionnement de l'ordre interrégional qui a des missions qui sont quand même beaucoup plus spécifiques, c'est pas que ça. Donc le Conseil interrégional a pour mission de rentrer en communication avec les ARS, avec aussi le Conseil général, le Conseil départemental interrégional. Avec le conseil régional. Donc, parce qu'on a des missions aussi de santé. Dès qu'on parle de santé ou de profession infirmière, le conseil régional intervient. Mais on a ce volet aussi juridique, comme je l'ai signalé au début, qui consiste aussi, lorsqu'on est saisi d'une délicatesse de professionnels, de pouvoir effectivement juger la question. Donc, c'est en fonction des éléments qu'on a dans le dossier que la sanction sera soit un blâme, soit aussi en fait une interdiction d'exercer de façon provisoire ou autre. Donc en fonction des faits qui sont reprochés. Le Conseil de l'ordre intervient aussi pour la discipline. Donc un infirmier qui aura un comportement qui serait contraire à l'éthique de la profession passerait devant le Conseil de l'ordre et à ce moment-là, il y a une sanction aussi pareille qui serait appliquée. Bon. Concernant les abus qu'évoque Patrick, effectivement, il y a eu des situations, il y en a malheureusement, mais il faut qu'on reste quand même clair. Il y a quand même pas tant que ça d'affaires où des infirmiers sont traduits devant le Conseil de l'ordre, puisque bon, ça représente des fractions vraiment de l'ordre de 0,8%, donc c'est vraiment quelque chose de très marginal. C'est vrai que c'est trop.
c'est vrai que c'est trop. À partir du moment où il y a une fraude ou une indélicatesse de l'infirmier, c'est trop parce qu'on a une image quand même qu'on représente et on a une perception de la population qui fait que dès qu'un infirmier est un petit peu défaillant ou a une indélicatesse, ça fait des gros titres. Le pourcentage est tout petit et selon quelques recherches, il diminue. Donc c'est très bien. Oui, Ça veut dire que les gens ont compris, ils prennent conscience. Ils savent. Et donc voilà, j'espère qu'on a répondu à l'interrogation de Patrick qui nous suit depuis la métropole. Je vous propose, parce que vous faites un métier avec beaucoup d'avantages mais beaucoup d'inconvénients aussi. J'ai trouvé une petite vidéo que j'aimerais vous proposer, qu'on puisse regarder ensemble avec nos téléspectateurs et ensuite vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est parti, merci Zébris. Et oui, ça y est, c'est décidé, vous en avez assez de l'hôpital, de la routine. Vous avez décidé de tout plaquer pour devenir infirmière libérale. Adieu au cadre de santé, à vous la liberté, l'argent, la gloire, la reconnaissance éternelle. Mais on vous prévient, tout ne risque pas d'être si facile. Voici le top des galères quand on est infirmière libérale. Numéro 1, quand on vous prend pour la bonne à tout faire. Le vrai souci quand on est infirmière libérale, c'est que parfois les patients vous confondent un peu avec une auxiliaire de vie, voire une boniche. Et que c'est pas parce que vous pratiquez plus d'AIS que d'AMI que c'est à vous de descendre les poubelles, de poster le courrier et faire les vitres. Sauf si, bien sûr, les poubelles ont besoin d'un... Et oui, ça y est, c'est décidé, vous en avez assez de l'hôpital, de la routine. Vous avez décidé de tout plaquer pour devenir infirmière libérale. Adieu au cadre de santé, à vous la liberté, l'argent, la gloire, la reconnaissance éternelle. Mais on vous prévient, tout ne risque pas d'être si facile. Voici le top des galères quand on est infirmière libérale. Numéro 1, quand on vous prend pour la bonne à tout faire. Le vrai souci quand on est infirmière libérale, c'est que parfois les patients vous confondent un peu avec une auxiliaire de vie, voire une boniche. Et que c'est pas parce que vous pratiquez plus d'AIS que d'AMI que c'est à vous de descendre les poubelles, de poster le courrier et faire les vitres. Sauf si, bien sûr, les poubelles ont besoin d'un prélèvement par ponction veineuse directe, le courrier d'un pansement de fistule digestive et les vitres d'un cathétérisme urétral. Mais reconnaissez que ce serait quand même pas de chance. Numéro 2, quand un patient vous drague bien lourdement. Se faire draguer, c'est amusant, surtout quand il s'agit d'un octogénaire atteint d'Alzheimer. Le problème, c'est qu'il faut réussir à lui dire gentiment que ça ne vous intéresse pas des masses et puis que non, vous n'avez pas besoin de vous déshabiller pour lui donner sa douche. Une fois que c'est compris, il faudra aussi gérer les gestes déplacés, les propositions indécentes, jusqu'à l'inévitable. Et vous portez quelque chose sous votre blouse? Heureusement pour vous, les blouses ne sont pas obligatoires pour les idèles, ce qui évite un bon nombre de réflexions graveleuses. On vous dit pas de faire vos tournées en jogging non plus, hein, attention, un peu de dignité quand même. Numéro 3, quand on vous pose un lapin. Se retrouver en anorak devant une porte close parce que votre patient vous a oublié rentre dans le top 3 des trucs les plus frustrants du monde. En vrai, c'est pas comme si vous aviez mis votre réveil à 4h du mat et que toute votre tournée allait se décaler à cause d'un seul amnésique. Avec Albus, vous pouvez paramétrer votre logiciel pour qu'il adresse un SMS de rappel de votre visite à vos patients, la veille ou le matin de votre passage. Pratique, non? Numéro 4, quand vous essayez de comprendre le système de cotation. Être infirmière libérale, c'est beaucoup de liberté, certes, mais c'est aussi l'obligation de tout faire soi-même, et notamment de déterminer combien facturer chacun des services en suivant une cotation bien précise. Pour vous faire une idée, la cotation, c'est comme essayer de sortir d'un labyrinthe, sauf que le labyrinthe est peuplé de trappes et de loups, et puis que vous êtes bourré, et puis qu'en plus vous avez les yeux bandés, en gros. Alors, à vous de voir si vous voulez coter votre DI en 1,5 ou 1. Tant que vous déclarez un AMI plus un MAU et une EP au bout d'un mois, moi je ne vous jugerai pas, c'est clair? En choisissant le bon logiciel de télétransmission, Albus par exemple, je dis ça, je dis rien, vous êtes guidé à chaque étape de la facturation. Il suffit de répondre à des questions simples par oui ou par non. Si vous comprenez le français, vous saurez coter un acte. Quand un doute persiste, SOS Cotation vous permet d'interroger la communauté des utilisateurs pour valider la cotation d'un acte avant de la facturer. Numéro 5, quand la CEPAM vous annonce un petit contrôle. Quand tout va bien, qu'il fait beau et que vous allez terminer votre tournée dans les temps, c'est généralement là que l'apocalypse arrive. Et oui, on parle bien du courrier recommandé du médecin conseil qui vous demande des petites copies d'ordonnances et des petits justificatifs de soins. Mais tout ça remonte à si loin que le patient et tous ses descendants sont décédés depuis des siècles et vous savez que vous êtes foutus. À vous les amendes, les transactions, les remboursements d'indus, les passages au tribunal et la prison. Le meilleur moyen de pouvoir vous défendre en cas de contrôle, ce sont les dossiers de soins, car l'assurance maladie considère que ce qui n'est pas tracé n'est pas fait. Tracé dans votre smartphone en 1 seconde, constante, soins et traitements administrés, tout est enregistré dans votre logiciel en temps réel. Vous pouvez à tout moment exporter tous les soins réalisés pour justifier de votre travail et de la nécessité des soins.
Numéro 6, quand vous voulez faire votre propre pub. Être infirmière libérale, c'est aussi être chef d'entreprise. Il faut trouver des clients qui, dans votre cas, sont des patients. Et c'est pas en restant sur votre derrière à regarder des vidéos de chats mignons sur YouTube que votre activité va décoller. Et non, distribuez vos cartes de visite aux pharmaciens et médecins du coin, passez une annonce dans la presse locale, faire parler de vous, tous les moyens sont bons. Et n'oubliez pas, grâce à l'export de dossiers de soins via Albus, vous pouvez facilement montrer l'étendue de vos talents aux médecins prescripteurs. Et ça, c'est la meilleure pub pour votre cabinet. Numéro 7, quand vous avez besoin de souffler. Prendre des vacances quand on est infirmière libérale, ça se mérite. Parce que qui va réaliser vos soins et s'occuper de vos patients pendant que vous vous dorez l'arrêt sur une plage aux Maldives? Le problème, c'est que vous avez autant de chances de trouver une bonne remplaçante que de vous marier avec Ryan Gosling. Il va falloir en dégoter une qui gère les soins correctement, qui gère vos patients sans vous piquer votre patientèle et surtout qui ne vous laisse pas tomber la veille de votre départ. Albus inclut un service de mise en relation, ça s'appelle SOS Remplacement, qui vous permet de trouver la bonne remplaçante à 2 pas de chez vous. Une fois trouvé la perle rare, le logiciel permet ensuite de partager vos tournées avec elle, directement sur son smartphone, et de garder un œil sur tous les soins qu'elle réalise en temps réel. Elle est pas belle la vie? Voilà, alors on espère qu'on vous a pas trop découragé, parce que c'est vrai qu'être infirmière ce sont des galères, mais c'est aussi un métier gratifiant, passionnant et enrichissant. Alors évitez le burn-out et pensez à vous ménager, à prendre un peu de temps pour vous. C'est le meilleur moyen de prendre du plaisir à faire ce métier formidable. Bon, ok, sauf les cotations, ça c'est vraiment chiant. Allez, ciao! Un peu de mots. Alors, Il n'y a rien de mieux comme petit film pour résumer en fait notre quotidien en Belle fait, caricature. avec un peu d'exagération, mais c'est vrai que toutes ces situations on les a vécues, ou on a un collègue qui l'a vécu à un moment ou à un autre. Hein. Donc, ouais. vous vous faites draguer par vos patients? Vous pouvez nous dire, hein, Véronique, c'est vrai ça? Oui. C'est vrai qu'on se fait draguer par un petit papy de temps en temps? J'ai beaucoup de, on va dire, d'amoureux, comme on dit un patient. Genre, je suis ton amoureux, tu es mon amoureuse. Mais tant que ça ne rentre pas dans l'exagération Oui, et que c'est encore très respectueux. Oui, tant que c'est pas possible. Justement, Après. on aurait pensé que l'antillais macho, on l'aurait ressenti vraiment sur le terrain. Je trouve qu'ils ont de la retenue. C'est bien. Dans la parole, ils vont dire des choses. La gestuelle, non. Ils savent faire attention, ils sont respectueux et nous en sommes très fiers. Et vous, messieurs, hein, vous vous faites draguer par les petites mamies, peut-être même par... Non, vous savez, en fait, je pense qu'en Guadeloupe, les petites mamies à l'ancienne, elles sont très petites. Oui, exactement. Elles respectent. Très petites en moins, au lieu de... Voilà, c'est plus... Une fois qu'elles disent vraiment petite ça. en moins, c'est vraiment... C'est fini là, c'est... C'est le Là, syndrome. C'est le j'ai côté des maternel. personnes qui me disent où c'est Timon à moins, quoi. Donc en fin de compte, non, là, il n'y a pas de drague du côté féminin vers le masculin. Et il y a beaucoup d'attention aussi en fait des personnes âgées vis-à-vis de leur infirmier. C'est leur infirmier, c'est l'infirmier en moins. Et donc bon, après puis c'est ta maman, puis comme ça. Quand ils te disent ça, donc tout de suite Mais on vous sait avez que c'est bon, vous avez quelquefois même beaucoup plus d'attention que la famille, hein, parce que on vous voit tous les jours. Donc si nous fouillons ziam, nous que font ti sachet avec des toits ziam, parce que des mets Patrick Cavine, des mets voilà et pas monnier. Si vous passez entre temps, ne touche pas, ça c'est pour c'est demain quand. Non, en fait, c'est un peu un échange de, comment dire, on va pas dire le bon procédé, de bons sentiments. De en fait. bons sentiments. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on a l'impression de ressentir qu'on rentre dans une famille et qu'on va aider cette famille à soutenir les personnes, la personne qu'on soigne. Donc c'est vraiment. C'est ça. On fait partie de la famille, comme on a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est là où il faut vraiment Ça va maintenir un placer peu, les limites, c'est vrai. exactement, maintenir un peu les bordures et ne pas trop entrer dans les sentiments. Et Dans c'est rien, ça paraît rien, mais qu'un patient vous dise ah merci pizza papa, merci pizza maman, petit comme ça. Toute la difficulté qu'on a eue pendant la semaine, rien qu'avec ça, on se sent plus léger, on a envie de recommencer. Oui. Demain, on sait que ça va être galère aussi, ça va être les mêmes choses, mais rien que ce petit merci là que le patient vous dit tout de à suite, fait. ça c'est des petits plaisirs comme ça, instantanés. Avec ce qu'on est en train de se dire, la transition est toute faite pour parler aussi de la difficulté que vous pouvez avoir et ressentir quand ce patient n'est plus.
quand le patient s'en va. Non, mais il faut qu'on en parle parce que voilà, parce que les personnes chez qui vous allez, Foyo savent que ce n'est pas chose facile pour vous aussi, et ça vous demande une vraie préparation psychologique. Même si en fait on essaie de garder comme une certaine distance, puisque de toute façon on est professionnel, et c'est vrai que par moment, donc en fonction des patients, comme Ronnie a dit, certains patients vous demandent de ne pas venir avec la blouse parce que en fait ça leur donne un statut de malade au niveau de leur quartier, mais il y en a aussi, on met la blouse, parfois aussi il faut mettre la blouse pour mettre la distance aussi, parce que sinon la personne va vouloir entrer trop dans votre intimité, et donc on ne sera pas thérapeutique, on ne sera pas soignant. Mais quand bien même, lorsque un patient qu'on a suivi pendant des années, lorsqu'il s'en va, c'est quelque chose, ça fait un vide, et au niveau de la famille même aussi, puisque souvent on est intégré dans la famille, on n'est pas que soignant, on est soignant, mais on est aussi autre chose. Donc cette attention-là aussi, ça fait que parfois c'est difficile. Vous l'avez souvent connue, Véronique, cette difficulté? Moi, j'en l'ai connue pas plus tard que la semaine dernière, mais c'était en fait un patient que j'ai eu qui est parti en HAD, en hospitalisation à domicile suite à une grosse amputation, et malheureusement il est décédé vendredi, et effectivement il y a plein de choses qui sont remontées, mais il y en a une particulièrement qui m'a beaucoup marquée. Je suis restée très longtemps à la revivre dans ma tête en essayant de refaire le film ce jour-là, en me disant si j'avais fait ça ou si j'étais venue ici. Et ce patient, en fait, quand je suis arrivée à Pointe-Noire, je sais pas, le courant est passé. Le premier jour de toute la tournée, c'est le seul qui a été très ouvert avec moi. Et il avait ce côté paternel. Et il me dit un jour, au bout de peut-être 2-3 mois, il me fait au cas pas bonnet, mais en cas trouvé qu'il faut prendre un café, même là où il vit, au cas du monde, on prend un café à Wakazar, mais il faut prendre un café là où il vit Pointe-Noire. Regarde, déjà, il me demandait de passer très tôt. Je passais chez lui 4h30. Puis j'ai dit, mais pourquoi pas? Parce qu'effectivement, quand j'arrivais chez lui à 4h30, après, j'avais un long moment à attendre. Et je me suis dit, ça mange pas de pain, donc pourquoi pas? Donc ça a été un rituel pendant presque 2 ans. Et puis, un matin, ce qui m'a touché le plus, c'est qu'il s'est levé. Il m'a préparé mon café. Je suis arrivée, la porte de la cuisine comme d'habitude ouverte, je vois mon café fumant à côté du sien, puisque j'avais en plus ma tasse. Je me disais, elle était bleue et blanche. Et j'entends sa femme qui pousse un hurlement. Et là, je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Puis elle me dit, viens. Et j'arrive, je le trouve en fait avachi sur le lit, inerte. Oh là là. Et là, je me dis, non mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, le côté professionnel reprend. Et je comprends tout de suite qu'il est en arrêt respiratoire. Et là, je commence les gestes. Mais l'infirmière que je suis voit les choses et comprend les choses. Mais Véronique, l'humaine, la jeune femme, dit non. Et là, je me bats avec lui. Entre-temps, sa fille qui habitait plus loin et qui a entendu les clés aussi est arrivée. Je lui dis, fais le 15. Je commence à lui expliquer les choses et tout. Puis il revient pas. Et en fait, c'est comme si je me suis vue en fait comme étant sa fille. Et j'ai commencé à lui crier dessus, à le secouer en lui disant, mais réveille-toi, c'est pas le moment là. Et il y a mon café qui m'attend, donc je t'attends. Et j'étais tellement livide. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont vu que j'étais pas bien. Ils m'ont dit, t'as compris, il n'y a plus rien à faire. On a beau être professionnel, mais nous restons des humains durs. Et j'ai dû, ce jour-là en plus, j'étais remplaçante. Et je tiens aussi à remercier Isabelle parce qu'elle m'a fait confiance, c'est celle qui m'a fait connaître le libéral. J'ai appelé Isabelle à 5h30 du matin parce que j'avais plus de force, je me sentais livide. Je lui ai dit de m'excuser de la réveiller, mais j'y arrive pas. Voilà, il s'est passé telle chose. Il m'a dit, t'inquiète pas, je viens.
Et c'est important ce que... C'est très important ce qu'elle est en train de faire comme témoignage. Mais même aussi derrière, elle a dit à 5 h du matin, elle a pu se dire, bon, Isabelle, elle est chez elle, de sa famille, elle ne travaille pas, donc je gère tout ça. Mais elle a eu besoin de l'appeler. Et elle a répondu. Et ça, c'est vrai que, bon, il m'est arrivé aussi d'arriver chez un patient. Bon, lui, c'était un peu plus tard quand même, il était déjà à 8 h du matin. Je l'ai trouvé, il était pendu à l'entrée de chez lui. Je revenais de vacances, de ma tournée tout de suite. Heureusement que j'avais bien avancé dans ma tournée, donc les patients diabétiques, je les avais pratiquement tous faits. Eh bien, j'ai pas hésité à appeler ma consoeur qui travaillait pas pour lui dire, écoute, voilà, donc... j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, quoi. Et ça, c'est vrai que... Bon, quelqu'un qui est salarié ne comprend pas en fait qu'on m'appelle sous mon repos, tout ça. Mais en libéral, on sait comment ça fonctionne. On sait qu'effectivement, on est libéral, mais c'est pas parce qu'on ne travaille pas ce jour-là que si l'autre appelle qu'il ne faut pas essayer de faire quelque chose pour l'aider, même prendre quelques patients ou essayer de s'organiser. Donc il y a une forme de solidarité quand même qui existe. Combien qu'on puisse dire, ce qu'on puisse dire, il y a quand même cette solidarité qui existe. On sait qu'on peut compter sur un confrère. On est mêlé aujourd'hui, on ne peut pas, il y a quelque chose. On va l'appeler, on peut compter sur lui. Quoi. Tout à fait. Ronnie, quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Pourquoi vous n'êtes pas, je sais pas, au centre hospitalier ou dans la clinique, que vous avez fait ce choix d'être infirmier libéral? Et selon vous, qu'est-ce qu'on a comme avantage et comme inconvénient à l'être? Alors, on va commencer par les avantages parce que c'est toujours bien à dire les avantages. On a aussi des inconvénients, mais bon, on va détailler un peu plus parce qu'il y a beaucoup à dire aussi. Mais je pense que les avantages remportent vraiment sur les inconvénients. Sinon, on ne serait pas là. Les avantages, c'est vraiment c'est le fait de pouvoir déjà travailler en équipe bien souvent. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui travaillent seuls. Là, on est plus amené à, on va dire, à souffrir. À saturer. À souffrir, hein, on va vraiment souffrir. Qu'on travaille en équipe, on est 4 à travailler. Qu'on travaille en équipe, une équipe qui sait ce qu'elle veut, qui sait avancer et puis voilà. Et on n'a pas de chef. On fonctionne. Chacun se gère. Voilà, chacun se gère, chacun s'organise. Et c'est vraiment ça qui m'a attiré vers ce milieu. Et c'est du fait de se sentir vraiment libre. Comparativement à l'hôpital, j'ai pas peur de le dire, quand on est infirmier dans une structure, on a, ce qui est normal, hein, ce qui est tout à fait normal, on a tout le temps quelqu'un au-dessus de notre tête qui vient nous dire non mais c'est pas comme ça que tu dois faire les choses, on fait comme ça. En tant que libéral, on a vraiment cette liberté de pouvoir travailler. Et on a des formations, qui nous permettent de pouvoir rester avec cette liberté. Parce qu'on aurait pu être libre, mais sans pouvoir avancer dans notre cursus vraiment. Alors que nous, on a un potentiel de formation par année, potentiel financier, je parle. Donc on peut se former. Que ça soit en e-learning par internet ou en présentiel en cours, en salle. Et ça, c'est vrai que ça m'a vraiment, ça a validé le fait que je sois infirmier libéral. C'est que en fin de compte, je pouvais choisir une formation en travaillant, en étant libéral et je pouvais rester actif mentalement. Donc c'est vraiment ça qui me retient qui et vous c'est a l'avantage attiré, pour moi. C'est tout cet ensemble. Véronique? Je rajouterais l'aspect de l'épanouissement. D'accord. Parce que moi, avant d'être infirmière libérale, j'ai été infirmière de dialyse et de réa. Et à un moment donné, on se leurre pas, au bout de certains nombre d'années, on a cette sensation du gâteau qui a gonflé, qui a du potentiel, qui a pas mal d'ouverture, qui voudrait faire un peu plus, mais qui a l'impression qu'on retient. Et à ce moment-là, en fait, pour ma part, j'ai ressenti le besoin. Déjà, j'étais en métropole, donc je suis revenue en Guadeloupe chez moi. Et j'ai ressenti le besoin de travailler autrement que dans l'institution. Et je me suis dit que tout ce bagage que j'ai accumulé
il a besoin de s'épanouir. Il a besoin de vivre autrement le métier. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans l'aventure du libéral depuis 3 ans. Et vous, Patrick ? Moi, ça fait 17 ans quand même que je suis en libéral. Pourquoi avez-vous plus choisi ce parcours ? Pourquoi, en fait, je suis arrivé, je reprends un peu ce que dit Véronique, à un niveau où j'avais déjà un certain âge. Et être sous le carcan d'un chef qui voulait me régenter, qui n'était pas forcément juste dans ses choix non plus, je me suis dit non, je ne peux plus supporter comme ça qu'on essaie de m'administrer, je pars. Et avec cette image que libéral, c'est la liberté. Maintenant, je reviens sous l'idée de liberté, puisque c'est le sentiment de liberté qui est réel. Le sentiment, mais la liberté, je ne sais pas si on l'a, puisque on a une tournée, on doit l'assumer. Lorsqu'on a l'avantage de travailler en équipe, donc on prend une responsabilité, on doit l'assumer. On ne peut pas se dire « Ah, j'ai une petite grippe, là, j'ai un mal, tout ça, je ne vais pas y aller ». Et puis les journées sont longues parfois. On s'est engagé, on va jusqu'au bout. Donc, mais quand même, c'est important, puisqu'on respecte son confrère, on respecte son collègue, puisque c'est notre tournée, donc on a nos contraintes aussi. Lui aussi, il a les siennes. Donc voilà, ce sentiment de liberté qui quand même, ça vous donne l'impression qu'effectivement, vous êtes quand même maître de quelque chose. Bon, la contrainte, c'est effectivement, vous arrivez chez un patient, tout le monde est en train de manger le sorbet, le gâteau chaud d'eau, et bon, vous avez bien aimé manger le gâteau chaud d'eau chez vous aussi, ne pas partir le dimanche alors que vous avez des invités. Donc il y a toutes ces contraintes-là. Mais bon, on sait que c'est pas tous les jours. Donc ça, c'est quand même important de dire que la notion de liberté, ça c'est quand même gratifiant pour nous. Qui peut me dire rapidement, me donner un exemple rapidement d'une journée de l'infirmier libéral? Ça varie en fonction de la zone. À quelle heure ça commence, à quelle heure ça se termine? Vous voulez vraiment les horaires? À peu près. On peut y aller. Allez, c'est parti. Bon, mais les horaires, ça peut être réveil à 3h du matin, départ à 3h30 du matin de la porte de la maison. Arriver chez le premier patient à 4h du matin, finir chez le dernier patient à 11h30 et encore, voire midi, reprendre à 14h, enfin repartir de sa porte à 14h30, arriver chez le premier patient d'après-midi à 15h et finir à 19h, 19h30. Du lundi au dimanche. On peut faire ça du lundi au dimanche, effectivement. Maintenant, comme je vous dis, en étant en équipe, parce que en fait, ce rythme-là, ça va être bien pour quelqu'un qui est tenace. Ça va être bien pendant 3 mois. Oui, oui. Mais au bout de quelques temps, on va se lasser. Et il faut surtout pas se lasser. Il faut surtout pas se lasser. Il faut se sentir bien. Et en étant en équipe, là, on se sent bien, on se sent vraiment bien et on travaille la tête reposée parce qu'on sait qu'il y a une relève derrière. Exact. Et c'est ce qui est très important. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs, surtout ceux qui disent, comme mon défunt grand-père, en vépant dans infirmière, c'est vous tous seuls pour vivre à casa moi. Parce que ça, c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Voilà, non mais il faut le dire parce que je suis sûre que vous avez ce discours aussi de certains de vos patients qui, le jour où vous annoncez, voilà, c'est un remplaçant qui viendra. Et il se pose des questions, ça c'est sûr. Combien de temps au Capati? Qui joue au Caravine? Ou c'est au Caravine joue là, ça? Mais on peut partir encore après. Ce que Ronnie dit là, c'est important parce que bon, moi j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs régions. J'ai travaillé en Basse-Terre, à Trois-Rivières. Donc quand j'ai commencé, parce que je montais ma clientèle, nous étions 4. Alors, il n'y avait pas d'activité pour 4, donc j'allais faire des remplacements sous Trois-Rivières. Donc, je commençais, il fallait qu'à 5h moins le quart, que je sois déjà au cabinet pour relever les prises de sang à faire, commencer la tournée. Donc, après, je pouvais finir à 11h. Soit je restais sous Trois-Rivières, ou soit je rentrais au Gosier. Mais quand il fallait repartir encore, après, j'ai travaillé au moule. Donc, c'est à l'époque que je vous écoutais le matin très tôt. Là, je commençais un peu plus tard. J'ai travaillé sur Petit Canal Anse-Bertrand. Il fallait à 3h45 arriver chez certaines personnes qui allaient attacher leur bœuf ou des choses comme ça, et puis après aller à l'usine. Donc, en fonction de la zone aussi, de la population qu'on rencontre, les horaires... Est-ce que vous savez que même le voisinage s'habitue à vous? Je m'explique. Oui. Je salue mon voisin d'en face, Yvon, qui lui, tous les jours, a une infirmière qui vient le soigner, que
que je salue aussi Marie-Claire. Et donc, du coup, on devient nous aussi, quand on ne voit pas Marie-Claire, on se pose la question, mais mon voisin, où elle est Marie-Claire? Où elle est Marie-Claire? Est-ce qu'elle va bien? Et voilà, et dans mon quartier, je salue aussi Nelly, qui est une infirmière libérale, et puis mon cousin Miguel, qui lui est en métropole, mais qui nous suit aussi, qui a choisi aussi ce beau métier, avec avantages et inconvénients. Qu'est-ce qu'il faut faire comme études? C'est quoi le cursus scolaire pour être infirmier? Alors actuellement, on va dire que c'est le système entre guillemets LMD, licence, master, doctorat. Donc pour être infirmier, simple, sans rajouter un peu comme Véronique. Véronique, elle a un cursus en plus. Pour être infirmier, il faut passer la licence, on va dire, entre guillemets, la licence infirmière, qui est des 3 ans, à l'IFSI, à l'Institut de formation et soins infirmiers, simplement. Voilà. Donc c'est 3 ans. Sachant qu'avant... il faut avoir minimum il faut avoir le bac. Il faut avoir minimum le bac. Et voilà, maintenant on passe le concours... Non, c'est pas Parcoursup, en fait, c'est le dossier en fait qui... Et avant, donc... On est un peu de l'ancienne école. Avant, il fallait passer un concours sur je sais pas combien de personnes. Sur 2000, il y avait 120. Il y avait 100 places. Enfin, c'était un peu plus corsé. Oui. Mais là, ça a changé, heureusement. Ça a changé. Je ne sais pas si c'est heureusement, puisqu'en fait, ça peut être bien pour certaines personnes, mais comme en fait, c'est des algorithmes qui vont déterminer aussi par rapport à l'inscription ou pas, des personnes qui sont parfois très motivées peuvent se voir recaler, voilà, ou des personnes qui ont eu leur bac avant la session, donc en fait sont un peu pénalisées par rapport à ceux qui ont leur inscription, qui peuvent faire leur inscription l'année de leur bac. Donc c'est pas encore parfait. Non. Pas encore parfait. On va retourner du côté de Milly pour quelques questions qu'elle a de son côté, puisque vous savez que Milly, c'est elle qui prend soin des téléspectateurs, mais aussi des internautes. Alors Milly, on vous écoute attentivement. Alors, une question de Marc de Pointe-à-Pitre qui demande: peut-on devenir libéral sitôt la fin des études? Non, c'est encore... pourquoi en fait? De toute façon, il y a cette demande de la part des étudiants en soins infirmiers de pouvoir, dès leur sortie de cursus, exercer infirmier libéral. C'est pas intéressant. Il faut leur dire aussi que quand même, c'est pas intéressant d'une part. Pourquoi? Parce que il faut quand même acquérir une certaine pratique et une certaine confiance en soi. Voilà. Donc, jeune diplômé, il faut acquérir l'expérience dans un milieu où on est encadré, il y a des plus anciens qui vous tutorent. Donc, l'idée, c'est une fausse bonne idée de quoi qu'en fait, on sort de l'école et puis on se met en libéral. Il va vous arriver une ou deux casseroles et vous allez aussi vite retourner à l'hôpital, ou alors vous allez arrêter carrément le métier. Donc, vaut mieux prendre de l'expérience, de la confiance avant de vouloir... Et puis, on parle, prendre de l'expérience, mais en fait, si à long terme le choix c'est bien sûr d'aller vers le mode d'exercice libéral, ça se pense dès le départ. Il faudra quand même réfléchir à choisir des services qui nous permettent d'avoir une certaine dextérité, une certaine logique du soin pour ne pas rentrer dans les routines. Il faut être sans arrêt dans cette réflexion clinique. Donc la personne qui souhaite embrasser la carrière libérale, le mode d'exercice libéral, je lui conseille de vraiment, après son DE, s'asseoir et réfléchir quels sont les services qui vont m'apporter ce plus et cette assurance qu'il me faut pour être crédible sur le terrain et moi-même me sentir à l'aise dans ma blouse d'infirmier libéral. Ça veut dire que vous êtes tous ici passés par les structures avant, par... Obligatoire. Très bien, oui. Très bien. Une autre question, Milly? Alors, une autre question, ma fille souhaite devenir libérale. On me dit que c'est très difficile de s'installer en Guadeloupe. Je crains beaucoup pour elle. Bonjour Midi, est-ce que votre fille est déjà infirmière donc parce qu'il y a ce préalable d'être infirmière avant d'être libérale? Bon.
Oui, et donc là, vous posez une question qui est actuellement en discussion, c'est la démographie de la profession. C'est vrai qu'en Guadeloupe, on a quand même beaucoup d'infirmiers qui sont installés pratiquement sur tous les territoires, et on pourrait dire en fait que la Guadeloupe est ce qu'on appelle un territoire sous-doté. Donc, c'est ce qui veut dire que les installations vont être arrêtées d'ici peu. Oui. Une autre question, Milly? Alors, pas une question, mais Christiane qui dit un chapeau bas qui salue ce métier difficile et vous félicite parce que c'est très difficile, elle le sait. Merci Christiane. Merci Christiane. C'est vrai qu'on a eu beaucoup quand on a annoncé le sujet, beaucoup de personnes ont laissé des petits mots pour dire qu'ils savent que ce n'est pas facile et qu'ils encouragent en tout cas toutes ces personnes qui sont dans la profession. Mais moi j'ai ma petite recette. Quand j'ai commencé, je ne connaissais pas du tout l'univers du libéral. J'ai fait presque 10 ans en institution, donc j'étais enfermée dans mon fonctionnement d'infirmière dans un service. Et du coup, je me suis dit, ça va être facile. Donc, je suis arrivée, tac, tac. Donc, c'est sûr que organisation, j'ai pu quand même me dépatouiller, mais en fait, je me suis aperçue au bout d'un an que je me suis usée assez rapidement. Et je me suis aperçue d'un manque, en fait. À l'origine, j'aime beaucoup me dépenser. Je suis sportive. Et j'ai dû arrêter. Au bout d'un an, je me suis aperçue que non, il faut trouver une solution pour intégrer le sport, même lorsque je travaille. Et ça fait 2 ans que j'ai repris le sport de manière assez soutenue et j'ai vu la différence. Donc je me dis qu'effectivement, c'est un tout. C'est penser bien sûr comment gérer ce fonctionnement d'infirmier libéral, mais c'est aussi comment gérer la personne qu'on est et la faire intégrer en fait cet univers de sorte qu'on ne soit pas amorcelé, on ne soit pas mis en pièces, parce que la plupart d'entre nous effectivement au bout de quelques années se retrouvent parfois dans des états de santé assez déplorables. Vous savez qu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Oh. Il nous reste 2 minutes pour faire un petit tour, mais vraiment, alors même pas 2, Zébris me dit 1 minute 30 pour faire un petit tour et se dire un petit mot de la fin. Et oui, ça y est. Donc on va commencer avec Patrick. Bon, c'est dommage, cette émission était un peu trop courte, à mon avis. Non, on refera une deuxième. Oui, il faudrait, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et puis, c'est vrai que c'est un métier qui est passionnant, mais je dis aux gens quand même que dans ce métier-là, surtout en exercice libéral, il y a un mot qui prime, c'est la bienveillance. Il faut être bienveillant, il faut aimer des gens. Si on n'aime pas des gens, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Exact, tout à fait. Je suis Véronique? tout à fait d'accord avec Patrick. C'est une valeur humaine très importante, le respect de l'autre, le respect de la dignité. Et moi, tout ce que je nous souhaite, c'est que nous soyons une force vive sur laquelle la population puisse compter et avoir confiance, que nous soyons vraiment crédibles et que nous montrions notre force. Merci Véronique. Ronnie? Écoutez, il y a un point qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Il y en a plein qu'on n'a pas pu aborder. Mais ce qui intéresse vraiment les jeunes, parce qu'on entend souvent les jeunes dire, quand on disait, qu'ils veulent être directement libéral. Non, faut oublier ça. On oublie ça, de suite. Ouais. Faites vraiment la formation déjà à l'hôpital ou en clinique pour vous former. Parce qu'en fait, les jeunes, ce qu'ils voient, ils voient vraiment déjà les finances. Alors, un petit point simple, on a beaucoup de charges, il faut savoir gérer. Je connais beaucoup d'infirmières ou d'infirmiers libéraux qui entrent de l'argent, mais par contre derrière qui ont beaucoup de charges et qui ont beaucoup de la banque les appelle tout le temps en fait. Donc il faut faire très attention à tout ça. C'est vraiment une gestion de professionnels, une gestion d'entrepreneurs et on est des entrepreneurs comme tous les autres. Voilà. Et la petite blague, alors j'ai un tout petit voisin qui a 8-9 ans et qui dit ah oui,
Moi, ma maman, elle change tout le temps de voiture et elle peut s'acheter des grosses voitures parce que dans son métier, on peut changer de voiture et avoir de grosses voitures. Alors, la voiture est achetée en fonction du milieu. Il faut savoir que la voiture, c'est notre bureau avant tout. Donc effectivement, il faut qu'on ait une voiture qui puisse nous protéger sur la route parce qu'on passe 70% du temps sur la le route, véhicule. De Guadeloupe. Sur les routes de Guadeloupe, effectivement. Donc ça, il faut faire très attention. On n'achète pas des véhicules. Si moi, je pouvais prendre une Twingo pour faire ma tournée, je vous assure que je dois être prise. Parce que ça, ce sont des charges. Ça n'a pas duré. Laissez tomber. Merci à vous. On va se retrouver. Je vous fais la promesse qu'on va se retrouver. Alors, le planning est un petit peu chargé, mais dès que, parce que vous savez, avec les élections, les choses, les programmes bougent un peu. Moi, ce que je vous propose, c'est que dès qu'on peut, avec Milly, on va regarder le planning et dès qu'on va pouvoir, on va remettre une émission pour poursuivre, puisque moi aussi, je voulais qu'on parle des risques du métier, je voulais qu'on parle de comment se protéger des risques infectieux, je voulais parler de plein de choses avec vous et on n'a pas eu le temps. On le fera une prochaine fois. Merci Patrick, merci Véronique, merci Ronnie, merci à vous, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci de votre fidélité, merci Milly, merci Zébris à la réalisation. On se donne rendez-vous jeudi prochain, même lait, même télé, Zoja Connect.